Alors bonjour à tous, je m'appelle Laurent Dangvu, actuellement consultant en Big Data et Data Science, et je suis là aujourd'hui pour vous présenter un projet personnel que j'ai pu réaliser, que j'ai intitulé ainsi Classification de textes de blog du web scraping à Docker. Donc c'est parti. Donc tout d'abord, pour commencer, quelques remarques introductives. C'était un projet de data science, donc d'IA, et en particulier de NLP, parce qu'on traitait ici du texte. Je l'ai commencé il y a 7 mois, donc ça commence à faire longtemps. Je présenterai ici une première version, donc qui n'est pas définitive, mais améliorable dans le futur. La présentation que je vais faire ici, elle sera générale, c'est-à-dire que je ne vais pas présenter chaque point en détail, mais pour cela, je réserve d'autres vidéos plus détaillées à l'avenir. Et enfin, vous pourrez retrouver tout le code sur GitHub et avec une version écrite de cette présentation, pour ceux qui préfèrent lire à tête reposée. Donc maintenant, on va en venir au plan. D'abord, on va voir les buts du projet, ses enjeux, ce qui le rend intéressant d'après moi, les outils techniques que j'ai utilisés, la façon dont j'ai structuré mon code, ses différentes étapes, une première grosse partie sur un cas d'application sur des blogs, donc c'est la partie principale, et un second exemple d'application plus sur un cas business, donc ici en lien avec Amazon. Ensuite, une liste d'améliorations possibles, donc des mises à jour que j'espère apporter dans le futur. Et pour terminer, une conclusion personnelle sur mon ressenti par rapport au projet. Donc on va commencer maintenant par les buts du projet. Alors il y en a deux. Le premier, c'était de coder un classifier binaire. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Un classifier, c'est un algorithme mathématique qui va être capable de reconnaître la catégorie d'une chose. Et binaire, donc classifier binaire, binaire c'est pour dire que il n'arrive qu'à reconnaître que deux catégories. Donc si on prend un exemple très simple, on a un algorithme ici qui est capable de reconnaître la forme géométrique d'une chose. Donc par exemple les ronds et les triangles. Donc ici on a bien un classifier, il reconnaît quelque chose qui est binaire puisqu'il n'y a que deux possibilités, que deux catégories possibles. Donc soit les ronds, soit triangles. Donc ici, bien sûr, le but, c'était pas de reconnaître des figures, mais de deviner les catégories de texte. Donc on a trois possibilités, trois buts possibles. Soit le but c'était de reconnaître l'auteur d'un texte. Donc ça peut être soit son nom, son prénom, son pseudo ou le nom du blog de provenance. Soit de reconnaître le sujet abordé par un texte. Donc par exemple soit la science ou la littérature. Et enfin, sinon, de reconnaître la prise de position dans un texte. Donc, par exemple, est-ce qu'un texte, il prend une position plus pro-vegan ou anti-vegan? Alors, une autre chose importante, c'est que en NLP, on a la notion de document qui est vraiment cruciale. Le document, ça désigne en fait ce qui va être classé par notre algorithme de classification. Donc, est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une phrase, un mot? Donc ici, ce qui va être classé, notre document, il y aura deux cas. Dans la première partie sur les blogs, ça sera un paragraphe d'article de blog. En gros, vous avez un blog qui a les blogs, prenez un blog parmi plusieurs blogs. Sur chaque blog, on trouve de nombreux articles, donc on peut imaginer un par semaine, par exemple. Et chaque article, en fait, il a plusieurs blocs. Il est composé donc de plusieurs paragraphes. Donc ici, ce qui va être reconnu, ça sera un paragraphe. Enfin, ce qui sera classé, ça sera un paragraphe. Et dans le deuxième cas, ce qui sera classé, un document, ça sera l'avis d'un client sur un produit Amazon. Donc ça sera dans la seconde partie business. Le deuxième but du projet, c'était d'automatiser la création de datasets à partir de blogs. C'est-à-dire, j'ai un blog ou plusieurs blogs, je veux créer un dataset en récupérant le texte qu'il y a dessus, de plusieurs articles. Eh bien, voilà, voici un outil qui permet de faire ça rapidement et automatiquement. Donc pour l'instant, il ne permet que d'extraire du texte de blog WordPress et Blogspot, mais j'espère en ajouter d'autres plus tard. Pour cela, en fait, il va prendre
cet outil de création de dataset à partir de blog, il va avoir deux types d'entrées possibles qu'il pourra prendre. Le premier type d'entrée, ça sera ce que j'appelle des URL de page d'accueil. Donc par exemple, si vous regardez ce blog-là, WordPress, sur l'économie, vous voyez qu'il se termine, son URL se termine par .com et il n'y a plus rien après. Donc c'est souvent comme ça qu'on a l'URL d'une page d'accueil. Donc l'algorithme il peut prendre ça en entrée et il va récupérer un nombre qu'on va fixer d'articles. Donc il va pouvoir récupérer 10, 15, 20, 50, ce que vous voulez, les derniers articles publiés. Et le deuxième type d'entrée possible, ça va être ce que j'appelle des URL, donc des pages web de type bibliographie. Concrètement, voici un exemple. Vous avez cette page d'accueil, mais qui, si vous voyez, il y a beaucoup de texte en bleu. En fait, ce sont des liens, ce sont des liens. À chaque fois, un titre qui renvoie vers une autre page. Donc c'est ça le deuxième type d'entrée que mon outil de création de dataset va prendre pour prendre par exemple le texte de tous ces articles-là et le transformer en dataset. Et le but, bien sûr, c'est d'avoir un outil qui puisse permettre de faire des tests facilement. Alors maintenant, on va en venir au sujet. Pourquoi est-ce que j'ai choisi les blogs ? On peut se dire que les blogs c'est un peu désuet, que maintenant ce qui est à la mode c'est plutôt les réseaux sociaux, hein, comme Instagram, TikTok, YouTube, donc tout ça. Eh bien il se trouve que les blogs, malgré tout, même s'ils sont moins utilisés qu'avant, ils restent vraiment une mine de données importante. On y trouve vraiment, en particulier dans les domaines de spécialisation, par exemple sur je sais pas, l'économie, la science, même la data science, la philosophie, etc. Vous avez des blogs là où des gens publient encore énormément. Donc ça représente une source d'information à la fois riche, massive et facile à récupérer comme on va le voir. Donc par exemple, on a les blogs WordPress et Blogspot. Alors la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi les blogs, c'est parce qu'on y trouve on trouve beaucoup de blogs qui traitent un sujet qui me passionne, qui est ce qu'on appelle la philosophie analytique. Donc qu'est-ce que c'est que cette expression barbare ? En fait, c'est un courant philosophique qui a ses caractéristiques particulières. Elle est très rigoureuse, c'est-à-dire on trouve une rigueur quasi mathématique dans ce qu'écrivent les gens de ce courant-là. On y trouve une grande clarté, c'est-à-dire il n'y a pas de poésie, de phrases compliquées, incompréhensibles, mais chaque terme est défini, chaque argument est expliqué explicitement, enfin voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Et enfin, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce courant-là aborde énormément de sujets, donc par exemple la logique, la philosophie des sciences, la conscience, mais pas seulement. En particulier chez les anglo-saxons, donc aux États-Unis, Angleterre, etc., il n'y a aucun tabou académique. C'est-à-dire que dans les départements de recherche universitaires seront traités des sujets complètement tabous en France, comme par exemple l'existence de Dieu, la réincarnation, bref, des sujets religieux, mais profondément philosophiques en fait. Donc voilà, c'est ça qui me passionne aussi. Alors comme exemple de philosophes analytiques, on a au XXe siècle, parmi les premiers, Bertrand Russell, Frege, Wittgenstein, donc surtout les deux premiers, des grands mathématiciens aussi. Et aujourd'hui, vous avez Alvin Plantinga, Richard Swinburne et Graham Hoppe. Donc n'hésitez pas à regarder, je sais pas, des pages wiki ou autres, si vous êtes intéressé. Alors maintenant, des exemples de blogs chez lesquels on va extraire des données. Donc par exemple, on a le blog d'Edward Feather, où il écrit dessus depuis plus de 10 ans, hein, 2010 ici. Le blog ensuite d'Alexander Preuss, pareil, qui écrit depuis très longtemps. On y trouve énormément de données. Et pareil pour ce blog-là, Extrapologiste, qui est le blog d'un professeur de philo, comme les deux autres d'avant, Philippe Léon.
Donc maintenant, on va voir l'environnement technique, quels outils j'ai utilisés. Donc dans une première partie, on a ce que j'appelle les environnements de travail, donc ça va regrouper tout ce qui est éditeur de texte, IDE, environnement de développement, et les outils d'historisation du code. Donc ici, comme c'est marqué, j'ai utilisé Sublime Text, Visual Studio, Jupyter et GitHub. Ensuite, on a toute la partie langage et librairie. Donc tout le projet a été codé en Python avec ses librairies classiques pour le machine learning, donc par exemple Seaborn, Pandas, Scikit-learn, et toutes les librairies aussi que vous voyez là. Et enfin, la dernière partie, c'est la mise en production. Donc, en outil, on trouve surtout Docker pour la containerisation. Et bon, là, ce ne sont pas des outils à proprement parler, mais plutôt des concepts importants pour structurer le code, pour qu'il soit plus facile à mettre en production. Donc, par exemple, le fait de créer des fonctions, des modules, c'est-à-dire de séparer, de répartir notre code dans plusieurs codes sources, et la programmation orientée objet. Donc maintenant, on va voir la façon dont j'ai structuré mon code. Alors, une première remarque, c'est que chaque code, il a deux versions. Si je prends un code, il aura d'abord une version de test, une version test, donc ça sera un fichier Jupyter Notebook. Donc c'est pratique pour visualiser les résultats dans un premier temps. Et ensuite, mon code, une fois qu'il aura été fini en version Notebook, je vais le convertir en fichier Python pour faciliter la mise en production juste après. Donc on va voir maintenant les grands dossiers de mon projet, de mon grand dossier de projet. Donc d'abord on a un premier grand dossier qui sert, là on trouve tous les fichiers, tous les codes qui servent à créer les datasets, donc à récupérer les articles des blogs et de créer des datasets à partir de ceux-ci. Ensuite on aura un second grand dossier qui servira en fait à réduire la dimension de nos datasets qu'on aura créés juste avant, puisqu'ils sont énormes, hein, ils auront plus de dimensions que 2D ou 3D. Donc le but c'est de les réduire en 2 ou 3D pour pouvoir les visualiser, jouer avec, quoi. Et enfin on aura un dernier grand dossier. Là on trouvera toutes les implémentations des IA, quoi. Donc j'y viendrai plus en détail plus tard. Mais en gros voilà, vous avez un fichier qui fait office de librairie, qui contient toutes les fonctions pour la partie IA. Ensuite, vous avez des notebooks pour visualiser les données. Et ensuite, vous avez, en gros, dans ce grand dossier, vous avez trois sous-dossiers. Donc un sous-dossier, donc là il y en a trois, mais en fait, ça veut dire qu'il y en a un par méthode de classification. Et dans chacun de ces sous-dossiers, vous allez retrouver les mêmes fichiers juste après. Donc un fichier d'abord qui va faire la sélection des modèles. Ensuite, on aura un autre fichier, un code qui va entraîner et évaluer le meilleur modèle qu'on aura retenu et déterminé avant. Et enfin, vous aurez des Docker files et des fichiers .bat. Donc les Docker files qui servent à configurer la containerisation du code. Et enfin, c'est ça, des fichiers BAT qui vont servir ce sont des fichiers de terminal qui vont pouvoir lancer tout le projet. Donc on en vient maintenant aux étapes du projet. Donc une première grosse étape, ça va être de créer les jeux de données à partir des blogs, hein. Donc, par exemple WordPress ici. Donc la première étape, ça va être de web scraper, donc vraiment d'aspirer en gros les données des blogs, les articles des blogs. Et ensuite on aura toute une phase de pré-traitement. Donc par exemple, on a un texte brut, hein, une suite de phrases, et bien en fait notre algorithme d'IA, on a besoin de transformer ces phrases pour le rendre digeste pour l'IA. Donc pour cela on devra les annoter, donc mettre la bonne catégorie pour chaque texte. On devra supprimer la ponctuation, convertir les majuscules en minuscules, etc. Voilà. Donc pour toute cette partie, je vais utiliser des librairies Python que voici. Ensuite, on aura la grosse phase de classification.
donc toute la partie IA à proprement parler. Donc ici, on va en fait implémenter différentes méthodes de classification. Donc vous pouvez les lire ici. On va réduire les données pour pouvoir les visualiser. On aura une phase de sélection de modèles. En gros, on va essayer de déterminer quel est le modèle d'IA le plus performant pour le garder et ensuite l'entraîner et l'évaluer. Donc pour cette partie, pareil, on va utiliser les librairies classiques de Python, hein, sklearn, etc. Et la dernière partie, ça va être la mise en production. Donc une fois qu'on a notre code, c'est bien joli, mais on veut qu'il puisse marcher de façon automatique, pratique, dans un cadre industriel. Du coup, en fait, le code qu'on aura créé, on va le convertir, tous les blocs de code, on va les convertir en fonctions. Ensuite, on va convertir les fonctions, enfin nos notebooks, tous nos notebooks, on va les convertir en script Python, comme je l'ai dit avant. On va ensuite créer des modules, donc encore une fois, c'est-à-dire on va répartir tout notre code dans plusieurs fichiers Python. Et enfin, on va adopter une façon de coder qui est la programmation orientée objet pour la partie création de données, pour avoir un code qui est facilement maintenable, débuggable et voilà, plus facile à utiliser et à configurer. On aura une phase de documentation déjà pour moi, pour que je n'oublie pas ce que j'ai codé, mais aussi pour que vous puissiez comprendre le code, vous qui êtes les lecteurs. On aura ensuite une dernière phase qui consistera en fait à créer les fichiers .bat, donc les fichiers de commande terminale Windows, et on aura une phase pour créer toute la configuration, toute la containerisation Docker. Donc pour cela, encore une fois, il y a le concept de programmation orientée objet qui entre en jeu, et Docker. Donc maintenant, on va avoir une première grande partie d'application sur les blogs. Donc c'est parti. Dans notre cas, ici, alors il faut se fixer un objectif précis. Le but, ça va être de deviner en fait la prise de position d'un texte philosophique. C'est-à-dire, on va prendre des blogs de philo et on va récupérer leurs articles et on voudra savoir notre texte, en fait, de quelle prise de position il s'agit. Donc il y aura deux classes possibles. La première classe, ça va être ce qu'on appelle le théiste. Alors le théisme, en fait, c'est le fait de croire en un être supérieur qui est omniscient, bon et omnipotent. Donc par exemple, vous avez ces figures historiques assez connues. Thomas d'Aquin au Moyen Âge, Leibniz, un philosophe moderne, qui est aussi l'inventeur des dérivés en maths. Et vous avez aussi Voltaire, le philosophe des Lumières assez connu, qui était vraiment anti-religieux, enfin anti-clérical, mais qui pourtant croyait en un être supérieur, qu'on appelle souvent Dieu. Donc ça va être notre première classe positive. Et on va récupérer les articles des blogs des auteurs suivants, donc qu'on a déjà vu, Edward Feather, Alexander Preuss, mais aussi d'autres blogs. Et la deuxième classe possible, ça sera ce qu'on appelle les sceptiques. Donc souvent, ça désigne ceux qui pensent qui sont assez sceptiques des preuves que tous ces auteurs-là, par exemple, proposent pour prouver l'existence de Dieu. Donc ça va être soit des athées, des gens qui disent qu'on peut pas, que Dieu n'existe pas, et les agnostiques qui vont dire qu'on ne peut pas savoir si un tel être existe ou non. Donc là, par exemple, vous avez David Hume, qui était, je crois, agnostique, Bertrand Russell, qui était athée, et Diderot, encore un autre philosophe des Lumières, mais qui lui était athée. Donc ça va être la classe négative, donc la seconde classe. Et on va récupérer des blogs, entre autres, des auteurs suivants. Donc celui que vous avez déjà vu avant, du blog Exapologiste, qui est tenu par Philippe Léon. Et il y aura aussi des données qui viennent du blog Majesty of Reason, qui est géré par le philosophe agnostique Joe Schmidt. Donc la première étape
ça va être, comme j'ai dit avant, de créer les jeux de données, donc l'étape de web scrapping. Donc concrètement, en fait, on va récupérer les articles de blog, et en gros, pour chaque blog, on va récupérer euh, les derniers articles, donc on peut fixer le nombre, hein, 10, les 15 derniers articles, et on va créer un fichier texte qui contiendra tous les paragraphes de ces articles récupérés. Donc par exemple, en entrée, on aura en fait ce fichier-là, blog suivi de quelque chose, hein, qui indique la problématique, ici c'est la philosophie, et on aura en fait la liste de tous les blogs dont on va récupérer les derniers articles. Donc voilà, là on a voilà, 7 blogs. On va prendre ce fichier en entrée et on va en fait donner ça à notre programme et il va sortir ça. Si vous voyez, là en fait on a bien à la fin un fichier texte par blog qui contient, euh, voilà par exemple, on aura, voici voilà deux fichiers texte parmi ces 7 là. Et en fait voilà, si on prend un exemple, à chaque fois on a une suite de paragraphes, quoi. Donc du blog 1 au blog N. Ici le 7e blog. La prochaine étape de cette grande partie, créer les jeux de données, ça va être de fusionner tous les, tous les fichiers qu'on a vus avant pour obtenir un seul dataset final, donc un seul corpus, et ensuite de nettoyer les données. Donc concrètement, vous vous rappelez, on a un fichier texte par blog. Donc chaque fichier contient une suite de texte, une suite d'extraits en gros du blog donné. Et en fait, on va prendre chacun de ces blogs et les fusionner ici dans un seul dataset. Et ça donnera ici en fait un dataset de 10 000 lignes environ, qui a deux classes, c'est-à-dire qu'on aura la bonne catégorie. Donc ici, imaginons que le premier blog, ça soit le blog d'un théiste, et bien on aura la catégorie théiste pour chacun de ces extraits. Et sceptique de la même manière. Donc on aura ici plusieurs colonnes, une colonne message, le message brut, donc le texte brut, message pré-process, donc le texte qui aura été pré-traité, enfin nettoyé, hein, toute la phase de pré-processing, une colonne length, donc la taille du texte en nombre de caractères, de texte brut, et la catégorie, donc la classe qui correspond. Donc à la fin, on aura voilà, en gros un fichier CSV ou parquet qui sera créé, donc ça correspond à ce dataset. Donc ici c'est corpus sceptique théiste, donc corpus comme d'habitude, suivi des deux classes possibles. Par la suite, on aura une deuxième grande étape, ça sera la classification. Donc d'abord il faudra séparer notre dataset, donc ce qu'on a créé juste ici, on va le prendre et le séparer en deux parties. Donc une première grosse partie training, le train set, et une seconde partie, le test set. Donc le training ici, training set, il sera composé de 70% des données originales, et il servira en fait à entraîner le modèle. Et la deuxième partie, enfin le deuxième sous-jeu de données, ça sera le test set qui servira à évaluer les performances du modèle d'IA, et on aura 30% des données. Donc c'est souvent ces statistiques qu'on prend, quoi, pour séparer notre dataset. Par la suite, on aura une étude, un état de l'art que j'ai fait en fait des méthodes de classification. Donc, pour l'instant, je vise à implémenter les trois suivantes. Donc la première, c'est la méthode, ce qu'on appelle bag of words, c'est-à-dire que dans ce type d'algorithme, les paramètres du modèle, ce sera en fait si bon, je simplifie énormément, mais ce sera la fréquence des mots dans un document. Et sinon, ça sera un score qui prendra en compte la fréquence d'un mot dans un document, et parfois aussi dans le corpus. Mais je vous donnerai un exemple après. Donc toute cette première partie, enfin cette première méthode, elle est quasiment achevée, hein. J'ai déjà modularisé le code et fini la dockerisation, enfin fini l'adaptation sous Docker. Vous avez ensuite une seconde famille de méthodes, ce qu'on appelle les méthodes Word2Vec. Et elles, en fait, elles vont plus se focaliser
sur ce concept. En fait, elles vont représenter les mots, donc chaque mot de chaque texte dans un espace vectoriel. Et ici, ce qui est important, c'est que le modèle va prendre en compte l'ordre des mots, c'est-à-dire chien, chat, vert. Enfin, il va prendre vraiment l'ordre des mots dans une phrase, et aussi leur relation dans cet espace-là. Par exemple, si on a trois types de chiens, les, le pitbull, le chihuahua et le bulldog, ils seront proches dans cet espace. Et c'est pour cette phase, en fait, je n'ai pas encore tout fini, mais j'ai seulement fini la version notebook. Donc à développer plus tard. Et enfin, toute une classe de méthodes en fait, qui se base sur les réseaux de neurones. Donc c'est un peu ce qui est à la mode, ce que vous voyez peut-être passer tout le temps sur LinkedIn. Donc ChatGPT par exemple. Là pour le coup, je n'ai pas encore commencé, mais ça sera une piste que je vais développer. Donc dans cette présentation et jusqu'à aujourd'hui, voilà, je me suis concentré surtout sur cette première méthode, donc on ne parlera que de cela. Donc la première partie, euh, enfin l'étape suivante, ça va être en fait de créer les paramètres de notre modèle, donc ce qui va en fait en gros servir à reconnaître la catégorie d'un texte. Donc là on est toujours dans la méthode back of words, et ce qui se passe c'est qu'on va prendre notre liste de textes, donc voilà, imaginons là on a trois textes, en fait on va regarder, lister tous les mots qui apparaissent, donc ici tous les mots possibles, about qu'on retrouve ici, bird qu'on retrouve partout, is qu'on retrouve seulement dans le troisième texte. Donc voilà, on a une colonne pour chaque mot, une colonne par mot, et à chaque fois on va compter le nombre de fois là où ce mot apparaît dans chaque texte. Donc about, on voit qu'il apparaît une seule fois ici, on voit qu'il apparaît une seule fois ici, qu'il n'apparaît aucune fois dans le troisième texte, donc c'est 0. Donc voilà, et ainsi de suite pour chacun de ces mots. L'étape suivante, ça va être en fait de prendre le dataset qu'on a créé ici et de le convertir justement dans ce qu'on a vu avant, dans un tableau d'occurrence de mots. Et à la fin, ça va donner ce qu'on appelle une matrice sparse, et ici une matrice count. Donc en gros qui va compter ce que j'ai dit avant, hein, le nombre d'occurrences de chaque mot dans tous les textes. Donc comme avant, en colonne, on aura ici les mots, donc une colonne par mot. Et ensuite, sur les lignes, on aura les documents, donc en gros chaque texte. Et on aura, voilà, ce que j'ai dit, une matrice creuse, sparse, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup d'endroits là où il y aura des zéros, parce que, bien sûr, il n'y a aucune obligation pour un texte de contenir tous les mots des autres textes. L'étape suivante, ça va être en fait de prendre la matrice qu'on aura créée, donc cette matrice-là, et de la transformer pour obtenir moins de 0, pour obtenir des valeurs plus diverses, plus riches en fait. Et par exemple, on aura cela, quoi. Donc si on prend la matrice d'origine, ici on voit qu'on a une distribution assez faible, hein. Les valeurs possibles, ça sera surtout voilà, des zéros, ce qu'on a vu avant, et des valeurs autour. Et si on applique diverses transformations, donc, je ne vais pas m'attarder en détail, mais en gros, voilà, on obtiendra des distributions beaucoup meilleures, avec des valeurs beaucoup plus riches, quoi. Donc si vous voulez plus d'informations, pour l'instant, voilà, vous pouvez regarder cette vidéo, qui est en fait un cours de l'université Stanford, quoi. Et ensuite, le but, ça va être de tester la performance de chacune de ces transformations, enfin de l'IA sur chacune de ces transformations, pour voir laquelle est la meilleure, quelle transformation de matrice nous donne le meilleur score possible. Et on voit ici que il s'agit de la transformation TF-IDF. Hein, c'est elle qui obtient le meilleur score. Donc c'est celle qu'on va garder, retenir, parmi toutes les transformations à côté. Par la suite, on aura la phase de sélection de modèles, c'est-à-dire que vous vous rappelez, on a découpé notre dataset en deux parties, donc le train set et le test set. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va reprendre la première partie, donc le train set, ici, et en fait, on va
on va le redécouper de la même manière en deux parties à chaque fois, mais de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on aura ici, bon, on peut avoir, là on a 10, mais on aurait pu choisir un autre nombre. Mais en gros, on aura 10 découpages différents de train test. C'est-à-dire la première fois ici, si vous prenez ici, on aura le test set sera le dernier bout, et le train set ce sera tous les bouts d'avant. Alors que après, si vous prenez le deuxième découpage possible, euh, le test set, ça va être désormais le dernier bout en partant de la fin. Et tout le reste, le train set, ça sera tout le reste, et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est qu'on va tester les performances de chaque algorithme sur chacun de ces découpages. Donc on obtiendra à chaque fois un score. Donc ici, c'est un score plutôt négatif, donc c'est l'erreur, le nombre de fois là où le modèle se sera trompé. Donc l'erreur sur le premier découpage, l'erreur sur le second découpage, etc. jusqu'au 10e découpage, et à la fin, il suffira de faire une moyenne, quoi. Et ce qui se passe, c'est qu'on va en fait choisir parmi plusieurs modèles d'IA le modèle qui aura le meilleur score moyen. Donc ici, qui aura le taux d'erreur le plus bas possible, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle en fait la K-fold cross-validation. Le K, ça va être le nombre de découpages train test qu'on va faire, à partir du train test d'origine. Donc très concrètement, voilà les résultats, dans notre cas ici présent. Donc on voit bien pour chaque algorithme, donc là LR, le AdaBoost, KNN, on a des scores sur plusieurs métriques, plusieurs types de scores, quoi. Et on voit bien que c'est l'avant-dernier, le SVM, qui a les meilleurs scores, donc à peu près. Donc 92, 87, 89. Donc là, il faut lire comme des pourcentages, hein, 89% de F1 macro, etc. 89% d'accuracy. Alors c'est vrai que par rapport par exemple, au modèle d'avant, il n'y a pas énormément de différence. Mais bon, voilà. Comme il faut bien en choisir un, on va prendre celui-là. Donc la conclusion ici, c'est que le meilleur modèle qu'on va retenir à l'issue de cette sélection, c'est le SVM. Donc dans la suite, on aura une deuxième façon en fait de sélectionner les modèles, ça va être ce qu'on appelle les learning curves. Les learning curves, en fait, ça consiste à tracer le score de performance de l'algo d'IA en fonction de la taille du trainset. Donc concrètement, ici, vous avez bien la taille du trainset qui va grossir. Donc en fait, on va prendre le trainset euh, et en fait faire une itération en allant d'un petit extrait, ensuite un extrait plus grand, et ainsi de suite jusqu'à la taille maximale. Et le but, c'est de s'assurer que plus l'IA est entraîné sur un trainset grand, un grand trainset, puis il aura un score meilleur, un meilleur score. Donc là, on voit que c'est bien le cas donc la cross-validation. On pouvait considérer ça comme un test, et le train, c'est toujours le train. Donc là, on a bien euh, le score en bleu sur le train qui décroît, puisque, bon, bien sûr, comme il y a toujours plus d'exemples, c'est plus facile de se tromper. Mais ensuite, vous avez les performances sur le test, donc des données qu'il n'a pas vues, jamais vues pendant l'entraînement. Donc là, il est censé, la courbe, enfin, les performances sont censées augmenter, c'est-à-dire que notre modèle est censé réussir à mieux généraliser quand il a de plus en plus de données en entraînement dans le train set. Donc concrètement, on obtient ces performances ici. On a du coup les courbes pleines, c'est les scores sur le train set, et les courbes séparées par des traits ici, ça va être les scores sur le CV7, donc si vous voulez une sorte de test set, des données qu'il n'a jamais vues. Et pour chaque algorithme, voilà, on aura deux courbes dans une couleur précise. Donc, par exemple, si je prends la courbe rouge, c'est le decision tree. Donc si on prend le decision tree, l'algorithme ici, on aura deux courbes. Donc une courbe rouge ici, pleine, c'est le score sur les paires sur le train set. Et ensuite, la courbe en pointillé, ça sera la courbe de decision tree sur le test set. Et là, on voit bien que globalement, la plupart des modèles arrivent de mieux en mieux à généraliser.
Mais en particulier, on voit que il y en a un qui sort du lot, c'est encore une fois le SVM, bon, assez légèrement, je vous l'accorde encore une fois. Donc c'est la courbe en orange, là, le SVM. On voit que c'est lui qui arrive de mieux en mieux à généraliser. Et sur le train set, bon, ils sont tous pour la plupart à 1. Donc là, c'est moi qui ai forcé les courbes pleines à être au-dessus de 1 pour pas qu'elles se chevauchent, pour pas qu'elles soient illisibles, quoi. Mais voilà, la conclusion, elle corrobore ici celle d'avant, c'est que c'est encore le SVM qui est le meilleur modèle. Par la suite, on a l'étape finale de la classification, ça va être de prendre le modèle qu'on a vu juste avant, le SVM, et de l'entraîner, et de tester ses caractéristiques, enfin de l'évaluer. Et pour cela, on a plusieurs schémas classiques, hein. Donc la matrice de confusion, qui va dire le nombre d'exemples sur lesquels l'algo, donc le SVM ici, ne s'est pas trompé, a trouvé la bonne réponse. Donc là, pour la première classe, pour la classe sceptique, le nombre de bonnes réponses pour la classe théiste, et ensuite le nombre d'erreurs pour chaque classe sur lesquelles il s'est trompé. C'est-à-dire que là, il s'est trompé, il a donné 67 fois une mauvaise réponse théiste, et 109 fois une mauvaise réponse sceptique. Donc ici, alors que la bonne réponse était théiste. Donc ça permet en gros d'avoir les faux positifs, les faux négatifs, etc. Ensuite, on aura aussi les métriques classiques, hein, donc l'accuracy, le F1, la précision, le rappel. Donc voici voilà, les scores pour chaque classe. Donc, on voit que globalement, c'est satisfaisant, quoi. Ensuite, on aura aussi ce qu'on appelle la courbe ROC. Donc ça consiste en fait à tracer le taux de vrai positif sur le taux de faux positif. Et en fait, ce qui est important, c'est de regarder la courbe jaune et de voir que la première partie, en fait, est très aiguë, et a vraiment cette tendance-là à monter très rapidement. Donc là, on voit que c'est bien le cas. Et on voit aussi que l'air sous la courbe, c'est-à-dire l'intégrale, ici, toute la partie sous la courbe jaune, elle est assez grande. Et ça aussi, c'est bon signe, quoi. Donc voilà, notre algorithme est assez correct, encore une fois. Enfin, ce qui est très important, et c'est vrai que j'ai pas souvent vu, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de trouver, de voir en fait sur quel texte notre algorithme s'est trompé. Donc ici, on a un rapport, enfin une table, qui va donner en fait tous les textes sur lesquels l'algorithme s'est trompé, donc le SVM encore une fois. Donc là, ça devinette, hein, la classe qu'il a prédite, et ensuite la truffe, le truffe, donc la bonne réponse qu'il n'a pas réussi à deviner. Donc ici, par exemple, on voit qu'il a prédit théiste au lieu de sceptique, et effectivement, c'est normal si on regarde par exemple cet exemple, on voit que c'est une réponse à un commentaire, hein. Donc c'est la partie commentaire d'un article de blog. Donc effectivement, il n'y a aucun mot, a priori, qui aurait pu l'aider à deviner la bonne classe. Alors en conclusion, on a cette dernière partie de l'application sur les blogs du projet, qui est en fait la mise en production avec Docker. Donc pour l'instant, je n'ai dockerisé que la partie IA, classification, mais voilà, dans le futur, je dockeriserai aussi la partie création de datasets. Donc pourquoi est-ce que j'utilise Docker pour la mise en production? Eh bien, il y a deux buts. Le premier but, c'est d'avoir un environnement uniforme pour pouvoir faire des tests facilement. Donc imaginons que c'est le cas, que j'ai programmé tout mon code sur Windows et que j'ai un collègue ou un ami, n'importe qui veut exécuter mon code sans trop d'erreurs, sans se prendre la tête. Eh bien, grâce à Docker, il va pouvoir le faire. C'est-à-dire que Docker va s'occuper d'installer toutes les librairies, toutes les dépendances, toutes les bonnes versions pour qu'il ait exactement le même environnement que moi quand j'ai programmé, développé mon code et exécuté. Donc c'est la première raison, faire des tests facilement. Et la deuxième raison, c'est que euh, Docker permet d'effectuer des tests de façon totalement sécurisée, c'est-à-dire que, imaginons que je lance mon code, mais que j'ai peur qu'il modifie une base de données, eh bien Docker va s'occuper d'isoler l'exécution, c'est-à-dire il va exécuter mon code dans un dossier complètement isolé du reste des données de mon PC, et de cette façon, il n'y aura plus aucun risque que mon code modifie une base de données à laquelle il ne faut surtout pas toucher.
Alors maintenant, les étapes de Docker qu'on va voir, ce sont ces trois-là, même si je vais pas entrer en détail ici. D'abord, il y a la construction des images. Donc elle se fait, cette étape, grâce à la commande docker build et docker files. Donc le docker file, c'est un fichier de configuration qui va dire en gros qu'est-ce qu'il faut installer pour exécuter mon code de Python, toutes les librairies, toutes les dépendances, quelle version de Python, etc. La deuxième étape, ça va être d'exécuter les conteneurs à partir de ces images qu'on a créées juste avant. Donc grâce à la commande docker run. Mais voilà, il faut trouver la bonne commande hein, à chaque fois pour le faire, les bonnes options. Et la dernière étape, ou plutôt le challenge principal auquel j'étais confronté, c'était de trouver un moyen de sauvegarder, de persister les résultats créés par mon programme grâce à sur Docker, parce que comme l'environnement est isolé, eh bien par défaut, Docker ne conserve pas votre résultat. Donc c'était la dernière, en tout cas le plus grand challenge que j'ai eu. Et pour cela, j'ai pu le faire en utilisant l'option volume de Docker Run. Donc en résultat, c'est ça en fait, je lance mon Docker build pour builder l'image, créer l'image. Ensuite, je fais le Docker Run pour lancer le programme à proprement parler hein, dans un conteneur, l'environnement isolé. Et à la fin, automatiquement, euh, j'ai dans un dossier les sorties de la partie IA qui seront créées. Donc des graphiques, ce qu'on a vu tout à l'heure, les learning curves, les résultats de la cross-validation, la matrice de confusion, etc. Alors maintenant, on va voir la deuxième application de mon projet, euh, plus sur un business case. Un cas business, ici, c'est en lien avec Amazon, comme je l'ai dit. Donc quel est le but de cette application? Ça va être en fait de prendre les avis des clients Amazon sur des produits et de les classer dans des catégories. Donc ici, il y aura deux classes possibles, toujours deux classes, qui seront soit un avis positif, soit un avis négatif. Donc avis positif, c'est quand le client est satisfait de ce qu'il a acheté. Par exemple, l'ordinateur qu'il a acheté fonctionne bien, etc. Et l'avis négatif, c'est quand il n'en est pas satisfait, quoi. Il y a un problème, il manque une pièce dans l'ordinateur, etc. Donc par exemple, on a ces avis-là. Donc là, clairement, performed very well, donc ça renvoie bien un avis positif. Et enfin, on a voilà, cet avis-là, three times pricey, donc c'est un produit qui est trop cher, donc c'est clairement un avis négatif. Alors on a vu le but un peu de la partie Amazon, donc maintenant on va en voir les étapes. Alors la première étape, c'était en gros de prendre toute la partie originelle, hein, ce que je vous ai présenté jusqu'à là, qui s'occupait des blogs, hein, et du coup il fallait adapter le projet pour désormais prendre en entrée des corpus directement à deux classes, au lieu de deux corpus, vous savez, quand il y avait un corpus par blog, il fallait ensuite les fusionner. Et bien là j'ai adapté en gros la classe pour qu'on puisse créer directement un corpus à deux classes, quoi. La deuxième étape, ça a été de choisir un corpus hein, qui existe déjà. Donc ici, j'ai pris bah, un jeu de données d'Amazon. Là, on trouve des avis de clients sur des produits uniquement d'électronique. Donc des ordinateurs, des piles, des batteries, etc. Et dans ce dataset, en fait, il y avait en fait des notes qui allaient de 1 à 5 étoiles. Donc voilà, sur des produits d'électronique. Ça constituait environ 2 millions de lignes. Donc voilà le dataset à quoi il ressemble, que j'ai récupéré. Qu'on a l'endroit, le pays de vente, euh, un ID client, un ID de la review, l'ID du produit, le titre, l'intitulé du produit, la catégorie du produit. Et le plus important, c'est la note donnée par le client là à ce produit-là. Donc l'étape suivante, c'était de prendre ce corpus, justement, et de le nettoyer. Donc ça impliquait, entre autres, d'enlever les colonnes inutiles, hein. Par exemple, voilà, le, le-
Le marketplace, il ne sert pas à grand-chose. La catégorie du produit non plus, puisqu'on sait déjà qu'il n'y a que des produits d'électronique. Enfin voilà. Enlever les colonnes inutiles d'abord. Ensuite, il fallait en fait garder les lignes uniquement avec une note de 1 à 5 pour ensuite pouvoir les annoter. De cette façon, hein, c'est-à-dire que tous les avis avec une note A5, eh bien, je leur donnais une catégorie positive, et toutes les lignes avec une note égale à 1, je leur donnais une note négative, un avis, une étiquette en fait négative, une classe négative. Donc par exemple, voilà ce qu'on obtient. Après, on a le message, enfin, l'avis d'Amazon du client. Et ensuite la catégorie positive, positive, en gros satisfait, 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 et la négative, insatisfait. Et toujours la taille en nombre de caractères de l'avis, quoi. Et ensuite la dernière étape, c'était d'implémenter l'IA, donc en reprenant vraiment les mêmes étapes que précédemment, quoi. La sélection de modèles, l'entraînement, l'évaluation du meilleur modèle, et ensuite l'interprétation des résultats, quoi, avec tous les graphiques que je vous ai montrés. Donc on retrouve vraiment les mêmes outputs qu'avant, hein, la matrice de confusion. Donc on voit qu'on a une performance assez satisfaisante. Là on a la learning curve, quoi. Donc on voit bien que plus le train set, plus l'IA est entraînée, donc là on a les performances du modèle final, hein, plus le modèle final est entraîné sur un grand jeu de données, enfin sur un grand dataset, train set, et bien plus ses performances sur le test set, les données qu'il n'a jamais vues, augmentent. Donc c'est aussi bon signe. Maintenant, j'ai presque fini, mais on va parler des améliorations que je vise dans le futur. Alors la première, elle est assez évidente, ça va être de ne plus se contenter seulement des blogs WordPress et Blogspot, mais d'étendre en gros mon projet à d'autres types de blogs. Donc par exemple les Skyblogs, hein, qui faisaient fureur il y a 10 ans quand j'étais ado. Ensuite aussi Overblog, mon site, Eclablog, un peu moins connu. Et aussi pas seulement prendre en entrée des blogs, mais d'autres sources, quoi. D'autres types de sources. Par exemple des livres, des articles en PDF, etc. Ensuite, on pourrait vraiment approfondir davantage le nettoyage, hein, des documents. Donc, par exemple, on a vu tout à l'heure, il y a des commentaires euh, d'articles de blog, hein, qui traînent dans le dataset. Aussi des notes de bas de page qui souvent sont des références URL, donc qui ne servent pas à grand chose. Une autre idée serait d'implémenter d'autres méthodes de classification NLP. Donc, encore une fois, ce qui est à la mode, hein, en ce moment, les réseaux de neurones, comme les transformers. Une autre idée encore, ça serait de mettre en production. Donc, en gros, toute cette partie réduction de dimension, visualisation et la méthode Word2Vec qui sont déjà prêts sous format notebook. Mais voilà, il reste encore à les convertir en fichiers Python pur. Ensuite, ça serait de scaler la solution avec Spark, donc faire en sorte que mon projet fonctionne sur des volumes de données encore plus importants. Et ça, notamment en utilisant Spark, une librairie qui est vraiment efficace pour traiter un grand volume de données rapidement. Et une autre suggestion, ça serait d'utiliser la commande Docker Compose, parce qu'en fait là, il se trouve, je lance les conteneurs Docker un par un, mais voilà, il y a une commande Docker Compose qui est assez efficace pour gérer plusieurs conteneurs en même temps. Et enfin, ça serait de déployer ma solution, donc vraiment achever la mise en production en passant sur le cloud, donc par exemple Azure, Dataiku, etc. Donc pour terminer, je vais donner mon ressenti plus personnel sur le projet. Donc c'était un projet enrichissant puisque j'ai vraiment pu explorer énormément de domaines et m'y améliorer. Donc voilà, tout ce que j'ai noté ici, hein, le web scrapping, le NLP, etc., jusqu'à Docker. C'était un projet aussi utile parce que je sais que sur le long terme, je pourrais vraiment le réutiliser très souvent pour faire des tests faciles et rapides. C'est-à-dire, je ne vais pas perdre mon temps maintenant à chercher des jeux de données sur Internet, mais
je pourrais en fait les créer maintenant très facilement et rapidement. C'était aussi un projet en soi très intéressant, de par la motivation personnelle que j'ai mentionnée, hein, le lien avec la philosophie. Mais il est intéressant aussi fonctionnellement parce qu'il est adaptable à une problématique business, comme je l'ai montré, j'ai tenté de le montrer avec Amazon. Donc c'est pas un projet juste pour s'amuser, mais un projet qui a vraiment qui apporte une valeur business. Et enfin, c'était un projet challengeant, car voilà, il y avait plusieurs points de difficulté auxquels j'étais confronté, mais qui m'ont appris à persévérer. Par exemple, je l'ai mentionné avant, mais c'est de persister les données avec Docker, faire qu'on puisse les récupérer à la fin et qu'elles ne soient pas supprimées du conteneur. Donc ça, c'était assez compliqué parce que je n'avais pas trouvé beaucoup de docs sur Internet, mais voilà, ça m'a appris vraiment à chercher en persévérant. Et aussi, ce qui était challengeant, c'était de comprendre, pas juste d'implémenter bêtement et méchamment les méthodes de NLP, mais de vraiment les comprendre précisément, ce qu'elles faisaient, etc. Donc je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. C'était un peu long, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des suggestions, même des corrections, hein. Je sais que j'ai beaucoup encore à apprendre. Et voilà, je vous souhaite vraiment une bonne journée.